La reconnaissance progressive des risques liés à la présence d'amiante, l'évolution des normes de sécurité imposées aux immeubles recevant du public ont conduit le ministère de l'Éducation nationale à décider en 1996 le désamiantage des bâtiments du campus de Jussieu. L'établissement public du campus de Jussieu, EPCJ, fut créé en 1997 pour assurer la conduite du chantier de désamiantage, puis sa réhabilitation. Depuis septembre 2010, son périmètre d'intervention et l'étendue de ses missions se sont élargis. L'EPCJ est donc devenu EPORIF, Établissement public d'aménagement universitaire d'Île-de-France. Un acteur au service du monde universitaire et scientifique de toute l'Île-de-France pour traduire ses ambitions en projets immobiliers réussis. Pour en parler, nous accueillons Thomas Jeanneret. Thomas Jeanneret, bonjour. Vous êtes directeur de la construction pour l'EPORIF. Votre établissement a en charge la rénovation du campus de Jussieu. Pouvez-vous tout d'abord nous resituer le contexte de cette opération ? Alors, le désamiantage et la réhabilitation du campus de Jussieu est une opération hors norme de par son ampleur et sa complexité. Complexe parce qu'il a été décidé en 1997 de conduire ce chantier en gardant le campus en activité. C'est-à-dire qu'il a fallu délocaliser seulement au fur et à mesure de l'avancement du chantier les laboratoires de physique, de chimie, de biologie, de géologie, toutes ces activités scientifiques nombreuses présentes sur le campus. Alors pour faire cela, nous avons dû réaliser des locaux provisoires capables d'accueillir des activités ayant recours à des fluides spéciaux, à des produits chimiques, à des produits radioactifs, à des OGM, à des animaux vivants, à des appareillages scientifiques de grand gabarit qu'il a fallu démonter puis remonter. Bref, au final, c'est près de 400 000 m² de surface d'activité que nous avons dû déplacer pour les besoins du désamiantage. Et pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce matériau qu'est l'amiante ? Alors, l'amiante a été surnommé le matériau magique. Alors pourquoi ? Tout d'abord, c'est un matériau qui n'est pas cher, premier point. Ensuite, c'est aussi un matériau qui a d'excellentes propriétés mécaniques. On s'en est servi pour faire des dalles de sol, pour faire du fibrociment. Et puis aussi, c'est un excellent isolant thermique, acoustique, électrique. Il résiste aussi très bien aux agents chimiques. En fait, pour illustrer la diversité des utilisations de l'amiante, il faut savoir qu'on l'a même utilisé sur les plateaux de cinéma jusqu'aux années 60 pour faire de la neige artificielle. Mais dites-moi, comment a été utilisée l'amiante à Jussieu et dans quelles proportions ? Alors, à Jussieu, l'amiante a été utilisée principalement sous forme de flocage friable pour protéger au feu les structures métalliques des bâtiments. Donc si on additionne les surfaces du grille et de la tour centrale, cela fait près de 300 000 m² de surface chaude qu'il a fallu traiter en désamiantage, ce qui fait de cela le plus grand chantier de désamiantage d'Europe, chantier que nous sommes sur le point de terminer. Mais Thomas, ça ne veut pas dire que votre mission est terminée. Non, en effet, il nous reste encore à achever la réhabilitation du campus de Jussieu qui vient après le désamiantage. Et puis aussi, au-delà de Jussieu, l'EPORIF est maintenant en mesure d'apporter à l'ensemble des universités de la région Île-de-France l'expérience, le savoir-faire, les compétences que nous avons acquis. Ceci pour aider les universités à, d'une part, définir leurs besoins et puis ensuite les accompagner dans la conduite de leurs projets immobiliers et la réussite de ces projets. Merci Thomas Jeanneret pour toutes ces précisions. Nous vous proposons à présent de découvrir étape par étape le déroulement des travaux de désamiantage à Jussieu. Intéressons-nous tout d'abord à la phase préliminaire à tout chantier de désamiantage, le dépoussiérage. La présence d'amiante sur le campus de Jussieu nécessite une opération préventive systématique de dépoussiérage, préalable à tout déménagement, et ce, en appliquant le principe de précaution. Les objets et meubles à déménager sont dépoussiérés avant d'être transportés dans les nouveaux lieux d'accueil. Olivier, quels sont les objectifs du dépoussiérage ? Eh bien, il s'agit de supprimer toute présence de poussière d'amiante sur le mobilier et les équipements à déménager et de traiter l'intégralité des surfaces des locaux. Mais dis-moi Olivier, Thomas Jeanneret nous a dit que ces opérations se déroulaient à proximité de locaux occupés. Comment l'EPORIF a-t-il fait face à cette contrainte ? Eh bien, il veille à une application stricte des normes de sécurité, comme par exemple l'installation de sas spécifiques ou la réalisation d'analyses d'air. Merci Olivier. Découvrons à présent le déroulement des opérations.
Dans un premier temps, le contenu de chaque local est inventorié. Ensuite, l'ensemble du mobilier est mesuré afin de réaliser des plans d'implantation. Ces plans seront transmis aux déménageurs pour connaître la disposition du mobilier dans les nouveaux lieux d'accueil. Le dépoussiérage et le déménagement se déroulent en même temps. Au fur et à mesure que les cartons sortent du sas après dépoussiérage, ils sont pris en charge par les déménageurs. Après cette phase de dépoussiérage, nous entrons dans le vif du sujet, puisque nous allons vous présenter les différentes étapes des travaux sur un chantier de désamiantage. Le chantier se déroule en 4 étapes. Le curage des équipements non pollués par l'amiante, le confinement des locaux, le démantèlement et enfin l'arrachage de l'amiante. Le curage des équipements non pollués par l'amiante, dit curage vert, est donc la première étape. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, de la dépose de tous les équipements locaux qui ne sont pas en contact direct avec l'amiante et qui ne sont pas pollués par des fibres. On peut avoir quelques exemples ? Bien sûr, ce sont tous les réseaux, les fluides, les portes ou les cloisons amovibles. Ensuite, il faut protéger les murs et rendre la zone de chantier étanche vis-à-vis de l'extérieur. Il s'agit de la deuxième étape, le confinement des locaux. C'est un moment primordial du chantier. Le confinement se déroule en 2 phases, une première phase dite statique et une seconde dite dynamique. Bon, moi je vais vous parler de la première phase. Alors qu'est-ce que la phase statique ? Eh bien voilà, tous les accès du bâtiment sont fermés, puis tous les murs et les sols sont nettoyés. Ensuite, l'ensemble des supports non lavables et non décontaminables de la zone à désamianter est protégé par un film polyane ou par une peinture. Sur ces images, il s'agit d'une peinture. Pour la peinture, cette action fera office de film de protection lessivable et rinçable sur les matériaux poreux, comme par exemple le bois ou la brique. Ensuite, des tests de fumée sont effectués afin de s'assurer de l'étanchéité du confinement et de la bonne circulation d'air à l'intérieur de la zone. Puis, des entrées et des évacuations d'air sont aménagées au travers de l'enveloppe étanche en façade des bâtiments. Elles permettront un renouvellement d'air permanent pendant le chantier en assurant un bon balayage de l'air en zone confinée. Vous voyez également sur cette animation que des sas sont installés respectivement pour le passage des personnels, du matériel et aussi pour l'évacuation des déchets. Dès lors que l'installation des sas est terminée, nous pouvons passer à la deuxième phase du confinement, le confinement dynamique. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien tout simplement la mise en dépression de la zone de chantier par rapport à l'extérieur. Nous l'obtenons en extrayant l'air de la zone au travers de filtres à très haute efficacité, de l'ordre de 99,997% d'efficacité. On appelle cela des filtres absolus. Ils permettent d'éviter les rejets de fibres d'amiante à l'extérieur du chantier. Mais dis-moi, ça veut dire que l'enveloppe des bâtiments n'est pas suffisamment étanche ? Si, mais en cas de défaut d'étanchéité de cette enveloppe, la mise en dépression garantira que la circulation de l'air se fera toujours de l'extérieur vers l'intérieur du bâtiment. Cette dépression est assurée par des extracteurs d'air qui renouvellent chaque heure 6 fois le volume d'air de la zone. Eh bien voilà, nous en avons fini avec cette deuxième étape qu'est le confinement du chantier. Après le curage vert et le confinement, nous passons à la troisième étape, le démantèlement. On appelle aussi cette étape le curage rouge. Il s'agit en fait d'accéder au flocage. Pour cela, il faut déposer et évacuer l'ensemble des matériaux contaminés, comme par exemple les dalles de faux plafond, les placards techniques ou certains réseaux. Ce sont des éléments qui ont été soit en contact direct, soit pollués par des fibres d'amiante. Mais Vanessa, je crois que l'activité scientifique spécifique à Jussieu a eu des incidences sur le déroulement de cette phase. Eh bien oui, dès 1995, il a été décidé de condamner sans préavis l'ensemble des placards techniques du grill qui contenaient des gaines amiantées. Or, ces placards renfermaient des produits à risque déposés par les chercheurs. En tant que maître d'ouvrage, l'EPORIF a dû faire intervenir des entreprises spécialisées pour détecter et évacuer ces produits dangereux.
Et bien voilà pour l'étape de démantèlement. Vanessa, tu vas nous présenter la dernière étape des travaux de désamiantage. Oui Olivier, il s'agit de l'arrachage de l'amiante. On privilégie la méthode de l'enlèvement humide. Il faut en fait saturer totalement d'eau le matériau à base d'amiante avant de le retirer. Cette méthode est la plus efficace pour limiter les émissions de poussière. Une fois que l'amiante est enlevée, la phase de nettoyage commence et les surfaces sont brossées et aspirées. Nous venons donc de parcourir les différentes étapes du chantier de désamiantage de Jussieu. Ce chantier peut être considéré à risque pour les intervenants. Nous allons à présent voir ce qu'il en est en matière de protection et de sécurité, et plus particulièrement lorsqu'il s'agit du curage rouge. L'étape du curage rouge est au cœur du déroulement du désamiantage. Elle déclenche l'activation de la zone rouge. Pour garantir qu'aucune fibre d'amiante ne s'échappe hors de cette zone, un système de sas est mis en place. Les entrées et les sorties des opérateurs pour l'accès en zone rouge se font par des sas personnels, alors que pour le matériel et les déchets, ils s'effectuent par des sas matériels. Un sasman, gardien du sas, s'assure que la durée des cycles d'intervention en zone rouge n'excède pas 5 heures par jour, sachant qu'un cycle ne peut pas dépasser 2 heures 30 minutes. Les relevés de présence des opérateurs en zone de travail doivent être envoyés régulièrement au service de médecine du travail. Un suivi médical spécifique est obligatoire pour toutes les personnes travaillant sur le chantier. Merci Vanessa pour toutes ces informations sur les sas. Nous avons bien compris qu'il s'agit d'un dispositif charnière du chantier. À Jussieu, l'éporif a été précurseur puisqu'il y avait une contrainte d'espace pour la mise en place des sas. Pour en parler, nous recevons Denis Feuillolet, directeur de projet. Denis Feuillolet, bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous cette innovation. Eh bien, pour les sites du chantier de Jussieu, dès le départ, nous ne disposions pas d'un espace suffisamment grand permettant l'installation d'un grand sas d'accès au bâtiment à traiter. Nous avons donc dû concevoir un autre dispositif, la tour technique. Selon les configurations des chantiers de désamiantage, ces tours ont été installées soit le long d'une rotonde, soit le long d'une barre. D'accord, alors si j'ai bien compris, la tour technique abrite les différents sas. Oui, mais pas seulement. Hormis les sas personnels et matériels, chacun des 5 étages comprend une salle de repos pour les opérateurs, un escalier, un ascenseur et un monte-charge. Denis Feuillolet, merci pour cet éclairage. Alors, compte tenu de la spécificité de ce chantier, les mesures de protection ont été accrues pour assurer la sécurité des intervenants et des usagers. C'est ce que nous vous proposons de découvrir maintenant. Parlons tout d'abord de la sécurité des intervenants à l'intérieur du chantier. Les opérateurs doivent éviter tout contact physique et toute inhalation d'amiante. Ils sont équipés d'une tenue spécifique, sous-vêtements et combinaisons étanches jetables, bottes, gants et masques leur assurant une alimentation en air respirable. L'ensemble de la protection doit être hermétique. La dangerosité de l'amiante nécessite une protection absolue du système respiratoire. Ces protections diffèrent selon les phases du chantier et en fonction de l'analyse des risques de l'entreprise. Dans le cas d'un empoussièrement faible, les opérateurs portent des masques à ventilation assistée équipés de filtres à très haute efficacité qui permettent de respirer l'air ambiant en toute sécurité. En revanche, lorsque les taux d'empoussièrement sont plus élevés, et en particulier quand les opérateurs sont amenés à être en contact direct avec l'amiante, l'utilisation d'un système à adduction d'air est absolument nécessaire. Ce type de masque se raccorde à un réseau de distribution d'air respirable installé dans les zones de travaux.
Un autre aspect de la sécurité, la surveillance autour du chantier de désamiantage. La surveillance est permanente, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Plusieurs organismes contrôlent le chantier de désamiantage tout au long de sa réalisation. L'inspection et la médecine du travail, le service prévention des risques professionnels de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Ces organismes sont destinataires du programme détaillé des travaux et des analyses des risques. Les entreprises doivent leur adresser obligatoirement ces documents au moins 1 mois avant le démarrage des travaux. À l'issue de ce délai et sans observation de leur part, les travaux peuvent débuter. En parallèle, l'EPORIF fait réaliser des analyses d'air à chaque phase du désamiantage, aussi bien pour assurer la sécurité des intervenants que celle des utilisateurs du campus. Ces analyses permettent de mesurer les taux d'empoussièrement de l'air et de détecter la présence de fibres d'amiante. Le seuil réglementaire est fixé à 5 fibres d'amiante par litre d'air. Les prélèvements d'air sont effectués avant, pendant et après les travaux, à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Par principe de précaution, des mesures d'empoussièrement sont également effectuées dans des zones dites tampons. Ce sont des espaces aménagés entre les locaux en chantier et ceux où les activités universitaires se poursuivent. Des chantiers de désamiantage comme ceux de Jussieu produisent une grande variété de déchets. L'EPORIF a bien sûr la responsabilité du traitement de ces déchets hors normes et a retenu par exemple l'inertage comme l'une des solutions. Avant et pendant l'arrachage de l'amiante, de nombreux déchets de différents types sont évacués des chantiers. Les déchets non décontaminables uniquement par lavage sont enfermés dans des sacs étanches à l'intérieur du chantier. Ils sont estampillés amiante, puis transportés jusqu'au sas déchets. Les sacs sont nettoyés une première fois, puis placés dans des seconds sacs, eux-mêmes lavés, avant leur sortie du sas et de la zone confinée. Enfin, ils sont placés dans des gros sacs, les big bags. Une fois pesés, ces big bags sont déposés à l'intérieur d'un container et étiquetés « déchets dangereux ». Ils sont ensuite envoyés vers les centres de traitement pour inertage ou enfouissement selon la nature du déchet. La traçabilité des déchets est assurée par un bordereau de suivi. Olivier, peux-tu nous apporter des précisions sur la méthode de l'inertage ? Eh bien, cette méthode consiste à porter à très haute température les flocages et autres déchets pollués afin de rendre inertes les fibres d'amiante. Enfin, les déchets jugés nettoyables sont lavés dans le sas déchets, puis évacués pour être traités en décharge classique. Et bien voilà, après l'évacuation des déchets, nous arrivons à la dernière étape d'un chantier de désamiantage. Il s'agit du repli du chantier. Un contrôleur indépendant procède à une inspection visuelle pour vérifier qu'il n'y a plus d'amiante en zone. Si l'inspection est satisfaisante, l'entreprise est autorisée à déposer la première peau du confinement. Une période d'attente de 48 heures est respectée pour permettre à la poussière ambiante de se déposer avant de réaliser les mesures de restitution. Ce sont des analyses d'air à la charge de l'EPORIF. Lorsque le taux d'empoussièrement est inférieur à 5 fibres d'amiante par litre d'air, l'extraction d'air est arrêtée, l'enlèvement du confinement et un dernier nettoyage sont effectués. Après la dépose des confinements, un contrôleur indépendant fait une ultime inspection visuelle. Une dernière mesure est faite pour contrôler que le taux d'empoussièrement reste bien sous le seuil légal. Alors, si je comprends bien, le chantier est terminé. Oui, il ne reste plus qu'à déposer les confinements, la phase de réhabilitation consistant à mettre en sécurité le bâtiment et à le rééquiper peut débuter dans des locaux assainis. Et ça, c'est le début d'une autre mission pour l'EPORIF.